Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle est vivante quand un mendiant interrompt des funérailles. Un ciel gris acier couvrait la ville de Charleston, comme si même les nuages pleuraient la disparition d'un homme dont l'influence s'étendait bien au-delà des gratte-ciel qu'il avait fait ériger. La bruine tombait en silence sur les pavés anciens, et la ville semblait retenir son souffle. Devant la maison funéraire Harper et Son, les berlines noires aux vitres teintées avançaient lentement, l'une après l'autre, comme un cortège de fantômes venus saluer un roi déchu. Les portières s'ouvraient, et de grandes silhouettes en manteau sombre en sortaient, le visage figé dans une dignité compassée. Banquiers, sénateurs, juges, anciens partenaires d'affaires. Tous se connaissaient, tous venaient saluer Richard Beaumont, titan de l'immobilier et seigneur discret de tout le sud-est américain. À distance, derrière une barrière de sécurité, des journalistes observaient, caméra à l'épaule, stylo fébrile à la main. Ils murmuraient des noms, reconnaissant ici un ex-gouverneur, là une vedette d'entreprise. Mais leurs yeux cherchaient un autre visage, celui de Thomas Beaumont, héritier silencieux de l'Empire. À l'intérieur de la salle funéraire, l'ambiance était aussi froide que solennelle. Des lustres de cristal mat projetaient une lumière douce sur les visages fermés des invités. Le cercueil, en acajou poli, trônait au centre sur un tapis ivoire. Autour, un océan de roses blanches, d'orchidées, et de lys embaumait l'air d'un parfum presque sacré. Debout à côté du cercueil, Thomas Beaumont, la trentaine impeccablement mise, portait un costume sur mesure bleu nuit, sans une seule tache. Ses traits étaient tirés, ses yeux rougis, mais son port restait digne. À son bras, Olivia Hartmann, sublime dans sa robe noire cintrée, posait une main délicate sur sa hanche. Fiancée de longue date, issue d'une vieille famille de la côte, elle incarnait l'élégance et le contrôle. Ensemble, ils formaient un tableau parfait. La cérémonie touchait à sa fin. Le prêtre prononçait les derniers mots d'un hommage étudié. Et maintenant, nous rendons à Dieu un homme de courage et de vision. Mais au moment où il s'apprêtait à fermer son missel, une voix rauque, étrangère, fendit l'air comme un coup de tonnerre. « Monsieur! Monsieur, elle est vivante !» Le silence fut immédiat, brutal. Les conversations se figèrent. Les regards se tournèrent en direction de la porte d'entrée, d'où venait la voix. Un vieil homme noir se tenait là. Ses vêtements déchirés goûtaient encore de la pluie. Ses bottes usées laissaient des traces sombres sur le marbre clair. Sa barbe blanche tremblait légèrement, mais son regard était brûlant de vérité. Il semblait sorti d'un autre monde. Un étranger dans un royaume de richesse et de pouvoir. « Qui êtes-vous ? demanda Thomas, la voix plus basse que prévu, surprise, incertaine. L'homme avança d'un pas. Ses genoux ployaient légèrement, mais sa colonne restait droite, comme celle d'un homme qui avait vu trop de choses pour se courber encore. « Mon nom est Walter Green. Et je vous le répète, monsieur, votre mère n'est pas morte. Elle vit encore. » Un frisson collectif parcourut l'assemblée. Un murmure, d'abord discret, monta comme une vague. Sa mère ? Éléanore ? Mais elle est morte dans un incendie. C'était il y a 25 ans. Il délire. Olivia, pâle, tenta de poser sa main sur le bras de Thomas. Mais il ne la sentait plus. Thomas avait l'impression que le sol s'ouvrait sous lui. Le cœur battant, les oreilles bourdonnantes, il fixait l'homme comme s'il venait de réveiller un fantôme. Son regard se porta instinctivement vers le cercueil de son père. Ce jour n'était plus un adieu. C'était le début d'un tremblement de terre. Le soir même, la demeure Beaumont semblait plus froide que jamais. Le vaste manoir de style colonial, situé sur les hauteurs de Charleston, baignait dans une obscurité feutrée, seulement brisée par la lumière chaude d'un bureau lambrissé. Les murs étaient couverts de portraits familiaux, de toiles anciennes, et d'étagères remplies de reliques juridiques et de distinctions. Assis derrière un large bureau en acajou, Thomas Beaumont faisait tourner nerveusement son alliance entre ses doigts. Face à lui, un verre de bourbon à peine entamé reflétait les flammes d'un feu discret dans la cheminée. On entendait le tic-tac d'une horloge ancienne. Une tension électrique flottait dans la pièce. On frappa 2 fois. Thomas leva les yeux. « Entrez. »
Elliot Saunders, l'avocat de la famille depuis 30 ans, entra à pas mesurés. Costume gris sur mesure, mallette de cuir, lunettes cerclées d'or, il avait le regard de ceux qui en savent trop et qui parlent peu. Thomas le dévisagea sans un mot, puis rompit le silence. Vous m'avez toujours dit que ma mère, Eleanor, était morte dans cet incendie à Savannah. Vous m'avez montré des rapports. Un certificat de décès. Il y avait même une cérémonie. Vous m'avez regardé droit dans les yeux et vous m'avez dit qu'il n'y avait aucun doute. Elliot sumecta les lèvres. Son visage, habituellement impassible, trahissait une gêne inhabituelle. Thomas. J'ai vu le rapport moi-même. L'incendie a été violent. Le corps retrouvé dans la maison était méconnaissable. Le médecin légiste a conclu que c'était elle. Il n'y avait aucune chance de survie. Mais Thomas se redressa lentement dans son fauteuil, les yeux fixés sur ceux de l'homme qu'il avait toujours considéré comme un oncle. Quelque chose clochait. Une lueur, imperceptible peut-être pour d'autres, brillait dans les yeux de l'avocat. Une lueur de culpabilité, ou pire, de connaissance. Vous mentez. Ou du moins, vous ne me dites pas tout. Je l'ai vu. Dans vos yeux, tout à l'heure, pendant la cérémonie. Ce nom, ce visage, ce n'était pas une surprise pour vous. Elliot détourna le regard. Une ride profonde se creusa entre ses sourcils. Ce que je sais, je l'ai su trop tard, Thomas. Et je n'ai pas eu le courage. Le courage de quoi? Mais Elliot se leva, mallette en main, et conclut dans un souffle. Soyez prudent. Ce que vous cherchez, pourrait vous détruire. Il quitta la pièce, laissant Thomas seul dans l'ombre, plus confus que jamais. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas. Il se leva à 3 heures du matin, traversa le couloir jusqu'à la pièce où son père conservait les archives familiales. Il alluma une lampe, déverrouilla un coffre ancien, et fouilla. Des albums photos où les images de sa mère avaient été découpées, des lettres sans signature, des carnets de comptes codés. Une vie effacée, volontairement. Il ne connaissait presque rien d'Eleanor Beaumont, sinon ce que son père voulait bien laisser filtrer, qu'elle était, fragile, qu'elle ne supportait pas le poids de leur monde, et que, un incendie tragique l'avait emportée alors que Thomas n'avait que 8 ans. Mais pourquoi n'y avait-il jamais eu d'enterrement officiel? Pourquoi aucun membre de la famille maternelle ne l'avait jamais contacté? Pourquoi ce vide? Le lendemain, à la première heure, il contacta une femme que son père aurait détestée, Maggie Reed. Ancienne détective du NIPD, virée pour avoir dénoncé une affaire de corruption interne, Maggie avait la réputation d'être rude, perspicace et dangereusement honnête. Elle vivait dans une caravane hors des circuits, dans le sud de la Géorgie. Quand elle décrocha, sa voix rauque dit simplement. Si c'est pour surveiller ta femme, je fais pas dans les adultères. Je cherche quelqu'un. Quelqu'un qui est censé être mort depuis 25 ans. Ma mère. Il y eut un silence de 3 secondes. J'arrive. Envoie-moi tout ce que t'as. En moins de 5 jours, Maggie Reed fit ce que des enquêteurs de police n'avaient jamais pris la peine de faire. Elle retraça un homme disparu en 1999, ancien employé domestique de la famille Beaumont, vivant désormais dans un hospice de Columbia, sous le nom de Walter Green. Thomas s'y rendit avec elle. L'établissement était modeste. Le vieil homme, désormais grabataire, avait le visage ridé par le temps, mais ses yeux restaient clairs, limpides. Lorsqu'il reconnut Thomas, il sourit tristement. « Je te reconnaîtrai entre 1000. Tu ressembles trop à elle. » Thomas s'approcha, abasourdi. « Vous l'avez connue? Ma mère? » Walter hocha lentement la tête, puis murmura. « Je l'ai aidée à fuir, tu comprends? » Elle n'en pouvait plus. Il levait la main sur elle. Il l'enfermait. Elle voulait vivre. Elle voulait te prendre avec elle, mais il l'a menacée. Elle a attendu que tu sois plus grand. Puis un jour, on a mis feu à la dépendance. C'était moi, oui. Mais c'était un feu contrôlé. Le cadavre qu'on a trouvé, c'était un SDF qu'on avait ramassé quelques jours avant. Le plan était risqué, mais elle a survécu. Et vous, vous avez cru qu'elle était morte. Thomas recula d'un pas, le souffle coupé, le cœur battant comme un tambour.
Des larmes lui montèrent aux yeux. Son père, ce monument d'honneur, avait créé un mensonge parfait. Walter ajouta dans un souffle. Je peux te dire où elle est. Mais il faut être prêt. Elle n'est plus la femme qu'elle était. Et dans le silence qui suivit, Thomas comprit que sa vie entière venait de basculer. C'est dans un petit hôpital rural de Willow Creek, au sud de la Géorgie, que Maggie Reed mit finalement la main sur une femme enregistrée sous le nom de Helen Gray. L'établissement, modeste et isolé, accueillait des patients psychiatriques oubliés par le monde. Les couloirs sentaient l'eau de Javel et l'abandon. Maggie, habituée aux scènes les plus dures, ne put s'empêcher de ralentir en marchant vers la chambre 214. Elle savait que derrière cette porte se trouvait peut-être le cœur disparu de la famille Beaumont. Le dossier médical était un carnet de blessures et de silence. Traumatisme crânien sévère après une chute non précisée. Amnésie partielle chronique. Délire dissociatif récurrent. 12 transferts d'établissement en 20 ans. Aucun visiteur enregistré. Mais surtout, un prélèvement ADN, comparé discrètement à celui de Thomas, avait confirmé l'impensable. Helen Gray était bien Eleanor Beaumont. Lorsque Thomas entra dans la chambre, le monde sembla s'arrêter. La pièce était nue, hormis un lit métallique, une fenêtre voilée, et une petite table en plastique où reposait un vieux livre de poésie. Une femme aux cheveux longs, devenue presque entièrement blanc, était assise en silence, le regard perdu dans un jardin invisible. Elle portait une robe d'hôpital trop grande, et ses mains, fines et tremblantes, tenaient un mouchoir. Lorsqu'elle tourna lentement la tête, ses yeux croisèrent ceux de Thomas. Il sentit ses genoux faiblir. Son cœur accéléra, étranglé entre angoisse et espoir. Elle cligna des yeux, lutta un instant avec sa mémoire, puis chuchota d'une voix éraillée, presque brisée. « Tu es Thomas? Mon petit garçon ?» Le sol se déroba sous ses pieds. Il s'agenouilla près d'elle, posa ses mains dans les siennes, et répondit dans un souffle. « C'est moi, maman. Je suis là. » Et alors, ils pleurèrent. Sans pudeur. Sans mots. Comme deux âmes séparées par le temps, la peur et le mensonge. Elle passa doucement la main sur sa joue, comme pour s'assurer qu'il était réel. Ses doigts tremblaient, mais son regard s'éclaira. Un instant, elle n'était plus une patiente oubliée. Elle était une mère. De retour à Charleston, la révélation tomba comme une bombe dans un sanctuaire. Eleanor Beaumont, supposée morte depuis 25 ans, était en vie. Son retour jetait une ombre glaciale sur l'héritage de Richard Beaumont, autrefois considéré comme un homme respectable et inattaquable. Mais la vérité était plus sinistre. À mesure que Thomas fouillait les archives, interrogeait les proches, et confrontait ceux qui avaient connu l'époque, une image effroyable se dessinait. Son père, derrière le masque du philanthrope, avait été un homme violent, autoritaire, obsédé par le contrôle. Eleanor avait voulu partir, avait parlé de divorce, avait menacé de le dénoncer. Il l'enfermait. Il la battait. Il la terrorisait. Quand elle avait essayé de fuir, il avait fait ce qu'un homme de pouvoir savait faire, il avait orchestré sa disparition. Richard avait payé des policiers, soudoyé un juge, fait rédiger un faux certificat de décès et attribué un corps brûlé non identifié à sa femme. Il avait raconté l'histoire d'un incendie accidentel. Tout le monde avait accepté. Personne n'avait vérifié. Sauf Walter Green. Le vieux majordome, qui avait vu, entendu, et souffert en silence, avait tout risqué pour sauver Eleanor. Il avait mis le feu à une dépendance vide et organisé son évacuation dans une voiture volée. Il pensait qu'elle serait libre. Mais elle n'avait pas échappé aux blessures. La fuite s'était transformée en errance mentale. Thomas Beaumont, héritier d'un empire bâti sur le mensonge, se retrouva face à un choix moral déchirant. Il aurait pu étouffer l'affaire. Faire interner sa mère à nouveau. Réduire Walter Green au silence. Maintenir l'image parfaite de la dynastie Beaumont. Mais il fit l'inverse. Il convoqua une conférence de presse, diffusée en direct sur toutes les chaînes nationales. Les caméras captèrent son visage déterminé. Ses mots furent clairs, tremblants d'émotion mais chargés de vérité. Mon nom est Thomas Beaumont. Aujourd'hui, je veux parler non pas en tant qu'héritier, mais en tant que fils.
Ma mère, Éléanore, est en vie. Mon père, Richard Beaumont, a menti. Il l'a fait taire. Il a trahi tout ce que son nom représentait. Aujourd'hui, je rends sa voix à ma mère. Et je rends justice à Walter Green, qui a été son seul sauveur. Le monde fut stupéfait. Certains partenaires commerciaux se retirèrent. Des actionnaires menacèrent. Mais le soutien populaire fut immense. Pour la première fois, un héritier ne protégeait pas l'Empire, il l'exposait à la lumière. Thomas récupéra officiellement le nom de sa mère, la fit soigner dans une clinique spécialisée, loin de la presse. Il créa un fonds de plusieurs millions de dollars en son nom pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Olivia Hartman, sa fiancée, ne supporta pas ce revirement. Elle l'avait aimé pour son prestige, sa position, sa fortune. Pour la sécurité qu'il représentait. Elle l'implora de garder le silence, de gérer ça en famille, de protéger leur avenir. Il lui répondit froidement. Si notre avenir dépend de l'effacement d'une femme brisée, alors ce n'est pas le mien. Et il la quitta. Sans remords. Un an s'était écoulé depuis que la vérité avait brisé le silence des décennies. Le nom Beaumont, autrefois synonyme de grandeur silencieuse et d'empire immobilier, portait désormais une autre connotation, celle de vérité restaurée, d'humanité retrouvée. Thomas et Éléanore vivaient désormais dans une maison en bois clair, nichée à la lisière d'une forêt dans le Vermont. La bâtisse était modeste, mais baignée de lumière, avec un grand jardin sauvage que les deux s'efforçaient de domestiquer. Le faste, les galas, les tapis rouges et les verres de cristal n'étaient plus qu'un écho lointain, un mirage du passé. La nouvelle demeure respirait la simplicité et la paix. Dans le salon, une vieille machine à écrire trônait sur une petite table ronde près de la fenêtre. C'était là qu'Éléanore passait ses matinées. Son écriture n'était plus fluide, mais chaque mot qu'elle écrivait était une victoire sur le silence, une reconquête de sa voix. Elle avait intitulé son manuscrit en cours « Je suis partie en vivant ». Parfois, elle s'arrêtait, observait les arbres par la fenêtre, et murmurait. « Je croyais que le monde m'avait oublié. Mais tu m'as retrouvé. » Thomas, lui, avait renoncé à toute position dans l'empire familial, laissant les parts à des organismes de bienfaisance ou à la dissolution. Il dirigeait désormais la Fondation Éléanore, consacrée aux femmes ayant fui des environnements violents, et aux enfants grandis dans le silence. Il rencontrait ces femmes chaque semaine, écoutait leurs histoires, les aidait à retrouver leur nom, leur force, leur dignité. Chaque année, au premier jour du printemps, Thomas et sa mère entreprenaient un rituel sacré, fleurir la tombe de Walter Green. Le cimetière se trouvait à l'extérieur de Columbia, à l'ombre d'un vieux chêne noueux. Sa tombe était simple, sans extravagance, mais toujours fraîchement entretenue. La pierre, qu'ils avaient fait graver l'année précédente, portait une simple inscription. Walter Green, 1939-2024. L'homme qui a rendu la liberté possible. Ce jour-là, le vent était doux, chargé d'odeurs de lilas et de terre humide. Éléanore portait un manteau beige et un foulard en soie pâle. Elle tenait entre ses doigts déformés un bouquet de violettes, ses fleurs préférées. Ils s'agenouillèrent en silence. Elle caressa la pierre comme on caresse la main d'un vieil ami. Sans lui, tu ne serais pas là, dit-elle, la voix tremblante mais pleine de gratitude. Thomas regarda le ciel entre les branches. Sans lui, je ne saurais même pas qui je suis. Il y eut un moment de silence, mais ce n'était pas un silence lourd comme autrefois. C'était celui de la paix, du pardon, de la reconnaissance. Un mendiant, un vieillard aux yeux clairs, avait autrefois osé briser le cours du monde en interrompant une cérémonie taillée pour l'oubli. Ce jour-là, il n'avait pas simplement dénoncé un mensonge. Il avait rendu une mère à son fils, et un nom à une femme effacée. Ce jour-là, un mendiant avait interrompu des funérailles. Mais ce n'était pas une fin. C'était un commencement.